Déjà, faut mesurer que, ce que les États-Unis et Israël ont fait en attaquant, l'Iran, c'est l'équivalent de ce que Poutine a fait en attaquant, l'Ukraine du point de vue juridique. C'est une agression, qui n'est absolument pas justifiée par la légitime défense. Il y en a qui essaient de dire que, il y a légitime défense, mais, la légitime défense, ça c'est la situation où vous allez vous-même être attaqué militairement et donc vous n'avez pas d'autre choix que de répondre vous-même militairement. Mmh. Il y a même pas eu cette préparation qu'on avait connue peut-être avec Poutine, où nous avait plus ou moins préparé Ouais, à il y a même pas eu ça en ouais. fait, non. Donc là, c'est important de le rappeler parce que on mesure un peu l'incohérence intellectuelle des Européens qui voient l'agression dans le cas de la Russie contre l'Ukraine et qui refusent de la voir, de l'appeler par son nom, quand il s'agit des États-Unis et Israël contre l'Iran. On nous reprochera peut-être un jour ce 2 poids 2 mesures. Exactement, on nous le reproche déjà, Mmh. on perd en crédibilité. Ça serait dans notre intérêt, d'être cohérent parce que plus personne ne nous écoutera après, des choses, aussi incohérentes. Alors, que faire? Alors déjà, il faudrait, éviter de saboter les négociations. Parce que des fois on dit: «Bah, on n'arrive pas à négocier» et cetera. Mais là, concernant l'Iran, on était autour de la table. Ouais. Le premier accord qui était respecté, il a été dénoncé par Trump dans son premier mandat en 2016. Et puis, au moment où les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran il y a un peu plus de 15 jours, là, on était en train de négocier. Donc, déjà c'est ahurissant quand on y pense, hein. Mmh. C'est la première fois, ouais, c'est sans précédent depuis le Moyen Âge qu'on attaque des négociateurs. Enfin, Ouais. c'est absolument ahurissant. Donc déjà, ne pas saboter les négociations. Ensuite, là, je ne vois pas trop d'autres solutions que de créer un rapport de force par une coalition d'États. C'est-à-dire que là, les États-Unis et Israël sont quand même euh, assez isolés. C'est-à-dire que même les États du Golfe qui sont attaqués n'ont pas rejoint Mmh. les attaques contre l'Iran, alors qu'ils pourraient, ne serait-ce que pour se défendre, recourir à la guerre. Donc l'une des solutions, ce serait de créer une coalition internationale pour peser numériquement. Euh, les Européens devraient normalement faire partie de cette coalition s'ils sont cohérents dans leur défense du droit. Et on retrouverait probablement dans cette coalition les trois quarts des États de la planète, dont des États, des puissances moyennes comme l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud. Peut-être que la Chine soutiendrait, on ne sait pas. Et à partir de là, donc peser physiquement, puis commencer à prendre des sanctions. Ça peut être un premier niveau de sanctions, c'est les sanctions diplomatiques, c'est-à-dire rappel d'ambassadeurs, convocation, etc., C'est interruption. réaliste ça? On Ah bah fait un c'est la première étape et après on va crescendo. D'accord. Alors déjà, rien que cette première étape-là, est-ce qu'on peut réalistement, penser que la France, rappellerait son ambassadeur de Washington, à Paris ou Bah, bien on l'a fait au moment de l'affaire des sous-marins, c'est pas si vieux que ça, hein. avec AUKUS, hein? Oui, quand sous pression américaine, Mmh. les Australiens ont rompu l'accord d'achat de nos sous-marins nucléaires il y a quelques années maintenant, la France a rappelé son ambassadeur. Mais De Gaulle n'aurait pas hésité 3 secondes à mon avis, enfin, faut jamais faire parler les morts, hein, pardon. Mais on peut imaginer, disons, que quelqu'un qui a un peu de caractère, un peu de personnalité, surtout quand il y a des choses aussi essentielles. Parce que là, on nous explique, y compris notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qu'on est au bord du chaos mondial, et on fait rien. Mmh. À part s'agiter, en ménageant la chèvre et le chou. Bon. Donc, donc il faut adopter des gestes clairs, sans ambiguïté, d'autant plus que il est très probable que des pays comme la France seraient suivis, Mmh. comme en 2003. En 2003, c'est parce qu'on n'a pas eu peur de s'opposer à George W. Bush qu'on s'est levé, qu'on a tenu un discours dont ils nous ont beaucoup voulu, mais que la planète entière nous a suivis. Ils s'en rappellent encore, d'ailleurs. Donc on a été capable de le faire il y a 20 ans,
alors qu'il n'était pas tellement marrant non plus, George W. Bush avec son Donald Rumsfeld, là, sa Condoleezza Rice, là, tous ces bouts de feu. Bah, il n'a pas eu peur, Chirac, hein. Alors, c'est amusant parce que moi, d'Allemagne, je me rends compte toujours que c'est un peu ce moment de gloire français des 20 dernières années. On revient toujours là-dessus. J'ai une nouvelle rubrique. Je vais vous demander de noter les pays suivants. Il y en a 7 ou 8 sur enfin, comment vous notez ces pays pour leur défense du droit international. Mais attention, c'est une notation un peu spéciale, c'est une notation allemande. Alors peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais en Allemagne, la meilleure note, c'est 1. C'est pas 20 sur 20, c'est 1. Ah, Tandis que la moins bonne, c'est 6. c'est une note de 1 à 6, donc. 1 est la meilleure, D'accord. 6 la moins bonne, et 4, c'est juste la moyenne. Oui, c'est très particulier. Ouais, c'est compliqué parce que de 1 à 6. Oui, non, c'est pas 3 la Et moyenne. moi On qui suis passe quand même à enseignante, là, 4. je me vois, autant je sais que 10 c'est le milieu. Non, je plaisante. Alors, comment noteriez-vous les pays suivants pour leur défense du droit international? La Russie, 6. les États-Unis, 6. la Chine, 5. c'est mieux déjà. L'Iran, 5. la France, J'hésite entre 3 et 4. Allez, 4. ça s'appelle un 3 plus ou un 4 moins. Un 4 moins. D'accord. Et l'Allemagne, L'Allemagne, pareil que la France, hein. 3 plus. Ouais. 4 moins, allez, 3 Ouais. plus parce que je suis Ouais. allemand. Très bien. Eh bien, J'espère écoutez. que ça va pas m'attirer des ennuis. J'ai mis 5 sur l'Iran, faut pas que ce soit mal interprété, c'est parce que c'est un régime monstrueux. Mais j'ai mis 5 parce qu'ils sont dans l'affaire, dans le conflit, ils sont quand même en état de légitime défense. Oui. C'est-à-dire ils ont un peu moins tort que les autres, même si c'est des Bien méchants. sûr. Donc je voudrais pas que D'accord. mon 5 soit mal interprété. Alors, rapidement, dites-moi un mot sur le Conseil de la paix de Donald Trump. Donc, c'est la solution puisque l'ONU est complètement impuissante pour toutes ces crises-là. On est d'accord? Alors, le Conseil de la paix, c'est un peu l'hommage du vice à la vertu, parce que c'est issu d'une résolution du Conseil de sécurité. À l'origine, c'était l'organe international qui devait administrer Gaza après le retrait des troupes israéliennes. Ça a été voté par le Conseil de sécurité. Et Trump a décidé de transformer ça en organe général, donc pas seulement limité à Gaza, chargé un peu en concurrence avec le Conseil de sécurité de l'ONU de régler les crises internationales. Donc, c'est formidable. Alors c'est d'autant plus formidable que la plupart des pays qui veulent aller dans ce Conseil de la paix, qui ne sont pas très nombreux, je pense une vingtaine, doivent payer un ticket d'entrée d'1 milliard de dollars, et que Trump, qui est décidément très modeste, a mis non seulement les États-Unis comme garant de ce conseil, mais sa personne à lui. Donc il est nommément dedans. Non, trêve de plaisanterie, c'est complètement absurde, et d'ailleurs ça marche pas très bien. C'est-à-dire il y en a qui ont répondu à l'appel, mais en disant que de toute façon ils ne paieraient pas, qu'ils venaient pour voir. Donc il y a eu une réunion, mais on ne sait pas si ce Conseil de la paix va durer. Et pour la simple bonne raison que vous pouvez décréter tous les conseils de la paix que vous voulez, c'est pas vous qui définissez le droit international. Donc même si ce Conseil de la paix décide, bon, on va faire ci, ça, au Proche-Orient ou à Gaza, c'est pas l'ONU par définition. C'est-à-dire ils n'ont aucune légitimité, aucun instrument pour adopter des normes qui seraient appliquées. Donc c'est un truc en carton-pâte destiné à satisfaire les ambitions à courte vue des États-Unis. Ce qui est choquant, c'est que la Commission européenne a envoyé une représentante à la réunion du Conseil de la paix, une commissaire européenne dont le nom m'échappe, sans mandat. Donc ça c'est très grave parce que la Commission européenne ne peut pas prendre des positions aussi graves, et que là il appartenait au Conseil des chefs d'État et de gouvernement ou aux ministres des États membres de décider d'une attitude commune.
Est-ce que c'est pas tout simplement pour essayer de te mettre Trump dans la poche ou ne pas l'irriter? Oui, mais ça, c'est même pas du... ou peut-être, mais c'est pas du pouvoir de la Commission. D'accord. C'est une usurpation de pouvoir. Mm. Ça, c'est les États qui doivent le décider, soit entre ministres, soit au niveau des chefs d'État et de gouvernement. D'accord. Avant de passer à encore une autre rubrique Oui, franco-allemande, ouais. mais très rapidement. Ouais. Là, je vais vous poser la question comme citoyen, comme père de famille avec donc des enfants. Quel rôle les citoyens peuvent-ils jouer aujourd'hui pour préserver la paix? Alors, les citoyens doivent absolument se mobiliser. Parce que de toute évidence, nos gouvernements sont très faibles ou timorés ou timides face aux dangers qui nous menacent. Mm. On a vu que dans des cas très graves de violation du droit international, comme concernant l'Iran, leurs positions ne sont pas claires, ménagent la chèvre et le chou. Et tout ça est extrêmement dangereux parce que ça peut dégénérer en conflit incontrôlé, voire en Troisième Guerre mondiale. Donc il appartient aux citoyens, en particulier ceux qui sont dans des démocraties, ce qui est notre cas, et qui donc peuvent influer sur la marche des choses, de se mobiliser pour demander à leur gouvernement de clarifier leur position et de prendre des positions à la hauteur des événements. Donc les citoyens doivent s'informer, se réunir, se mobiliser, éventuellement écrire des choses, faire des réunions, des manifestations, interpeller leurs députés, leurs élus, leurs sénateurs, leurs maires, pour faire pression pour que nos gouvernements soient beaucoup plus à la hauteur des événements. Et Ça, puis, c'est il va y extrêmement avoir des important. votes l'année prochaine, en fait, un vote important, donc, qui est peut-être l'action la plus importante que nous, enfin, où les citoyens français peuvent ils peuvent agir là-dessus encore plus directement, encore que simplement en faisant des vidéos ou bien en interpellant leurs députés. Mm. 3 scénarios, rapidement, que vous évoquez à la fin. Vous dites effondrement, pourrissement ou renouveau du système international. Vous pouvez expliquer très rapidement, et je laisserai bien sûr les gens relire votre livre. Hein, je le rappelle, c'est Le défi de la paix, qui a été publié chez Armand Collin. Alors, le premier scénario, l'effondrement, apparemment n'aura pas lieu, c'est-à-dire un scénario à la 1939. Le système s'effondre d'un coup sous la pression, par exemple, d'États. On aurait pu craindre ça après l'agression de l'Ukraine par la Russie. C'est-à-dire que ça déclenche un mouvement et puis plus personne ne vient à l'ONU et même on tire à boulet rouge sur l'ONU. Ce scénario-là, C'est un soulagement déjà. ouais, ce scénario de l'effondrement apparemment est écarté. En revanche, les deux autres restent sur la table, c'est-à-dire le scénario du pourrissement, il est tout à fait possible en raison de la confusion et de la timidité, peut-être de la lâcheté de nos États, qui au lieu de clarifier, de monter au créneau, se satisfont d'un entre-deux, de confusion, de violation, qui dénoncent dans un cas, qui dénoncent Ouais. pas dans l'autre. Ils ne protestent pas quand l'ONU est insultée par les États-Unis. Ils protestent à peine quand les États-Unis veulent créer une organisation concurrente comme le Conseil de la paix. Donc ça serait le scénario du pourrissement, c'est-à-dire que l'ONU se vide de sa substance, perdent de son efficacité, puis qu'au bout d'un moment, les gens finissent par plus venir, ou ne reste plus que 2 ou 3 personnes, voilà. Alors l'autre scénario, qui est évidemment celui que je préfère, c'est celui du renouveau, qui lui aussi est quand même sur la table, parce qu'on voit d'abord que quand on observe le fonctionnement de l'ONU, il se passe beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand il y a une réunion, tout le monde est là, les 193 pays, j'exagère un peu, il y en a toujours qui sont abonnés à 100, mais donc les réunions de travail sont bien effectives, tout le monde vient, quand il y a un sommet, les États sont là, même le Conseil de sécurité qui est malmené tient ses réunions, et il y a plusieurs chantiers de réforme qui sont ouverts, portés notamment par les pays du Sud. Il y a beaucoup de propositions de réformes, donc là aussi il faut qu'on encourage nos États à porter les bonnes réformes, à faire des gestes aussi, à prêcher par l'exemple.
et à soutenir ces réformes. Et on aura un indicateur à la rentrée prochaine, au mois de septembre, puisqu'on va choisir un nouveau secrétaire général de l'ONU. Ouais. Le mandat d'Antonio Guterres arrive à son terme. Il y a plusieurs candidats en piste, dont plusieurs femmes venues d'Amérique latine. Il y a le Sénégalais Macky Sall, il y a l'ancien secrétaire général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc il y a plusieurs candidats, et donc le profil choisi, Peut influencer. voilà, déjà on va voir si tout le monde s'en mêle. Mm. Est-ce que tous les États, y compris les 5 permanents, s'intéressent à la Ce qui question? serait bon signe. Voilà. Ça nous donnera un petit indicateur. Et puis le choix final, si c'est quelqu'un de falot, ou si c'est au contraire un profil affirmé, avec quelqu'un qui a de l'expérience, ça nous donnera Ouais. aussi une autre indication. Donc voilà, il faut suivre ça de près, parce que l'avenir de l'ONU est un petit peu une partie d'une autre, se décide en ce moment.